Dites pas que vous pensez déjà à votre retraite. Je suis étonné que, à votre âge, vous pensiez déjà à ce que sera votre vie dans 40 ans. Moi, j'en ai 58 ans, je n'imagine même pas ce que sera ma vie dans, j'allais dire demain, mais même dans 10 ans. Dans l'inconscient collectif, la science-fiction, c'est le futur. Même lorsqu'une œuvre se déroule il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, dans l'esprit du spectateur, c'est quand même le futur. Les vaisseaux spatiaux, les robots, les extraterrestres, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qui peut bien nous arriver un jour. C'est la projection de nos fantasmes, la matérialisation de nos craintes et de nos espoirs. La science-fiction, c'est demain. Mais depuis quelques années, demain, ça ressemble à ça. Des ruines, des survivalistes et des gens sur des chevaux. Plein de gens sur plein de chevaux différents. Dis Tom, est-ce qu'il te reste un peu de pudding? Non mon chou, j'ai tout fini. Bon alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on en profitait pour explorer notre sexualité? Ah, ça c'est une bonne idée. Fini les élans constructivistes, les récits à base de cités évoluées et d'expansion de l'humanité à travers la galaxie. Le futur, maintenant, est synonyme de fin du monde et d'effondrement. Il n'y a plus que les entrepreneurs qui croient encore aveuglément dans le capitalisme. Les vrais gens, eux, ils ont une toute autre vision de la chose. J'ai un chèque de 100 $ que m'a donné ma mamie. Mon père a dit que je devais le mettre à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement, puis rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières, et il n'y a plus rien. Sans doute aussi que les aspirations d'hier, on en voit les retombées aujourd'hui, dans la vraie vie. Les intelligences artificielles, les robots, les méga-corporations qui rachètent la Terre entière pour ensuite se barrer dans l'espace, le climat qui fait n'importe quoi. Toutes ces thématiques qui étaient jusque-là inhérentes à la science-fiction sont devenues de véritables sujets de société. Il est beaucoup plus difficile de se projeter dans le futur, maintenant qu'on sait qu'il sera à 4 degrés supplémentaires, que les chiens seront bleus et qu'on n'aura plus de quoi s'acheter de l'eau. Y'a plus d'eau, comment ça se fait? Faut qu'on se lave! Et chaque nouvelle crise vient s'ajouter à la pile, nous empêchant peu à peu d'imaginer l'avenir autrement que par notre propre extinction. Sur un an, les prix de l'alimentation, ils auront pris 14,5%. Violences policières lors des manifestations, attaques contre les migrants ou encore profilage racial. Soit des sécheresses, soit des pluies diluviennes sur différentes parties du globe. Le réchauffement climatique, faut pas blaguer avec ça. De plus en plus pire pour l'environnement, enfin les catastrophes climatiques. Incendies géants, feux de forêt, réchauffement climatique, inondations. Il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé, il fait pas bon. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Ça, c'est de l'anarchie, c'est du totalitarisme, pardon. Et maintenant, on fait quoi? Qui aurait pu prédire? Et c'est là que je descends dans la montagne, tel un Jésus magnifiquement bien coiffé, pour vous apporter amour, espoir, félicité et swag. Il apporte l'amour, le laissez pas se tirer! Cassez-lui les jambes! Ouais! Alors, avant de commencer, on va préciser quelque chose. Non, toute la science-fiction n'est pas une projection de notre futur. Ça, c'est l'anticipation. C'est un sous-genre de la science-fiction qui regroupe plein d'autres sous-genres, tels que la hard science, le space opéra ou encore la space fantasy. Ça peut se passer à notre époque, dans le passé, même sur une autre planète. Ça se cantonne pas à « c'est ce qui va nous arriver !» Au contraire, et c'est ce qui en fait un genre aussi vaste. Tu peux tout faire avec la SF. C'est un bon exutoire pour aborder des thématiques un peu farfelues. On peut faire des fables un peu fantaisistes, comme dans Avatar, où des humains envahissent d'autres planètes pour les asservir et piller leurs richesses. Même si là, je vous l'accorde, c'est un peu trop saugrenu, quoi. Quand ils tirent là sur les animaux et les civils, trop pas crédible, quoi. On peut faire des récits épiques ou des introspections philosophiques et universelles. On peut parler de tout sans être obligé de rattacher ça au réel. Mais pas avec l'anticipation. L'anticipation, c'est clair, net et précis. Même avec des extraterrestres ou des vaisseaux spatiaux, on sait que ça va quand même parler de nous, de notre société et de notre futur. Ça fait partie de l'essence même du genre. Ça projette nos travers sociaux actuels dans un cadre futuriste, assez lointain pour être dépaysant, mais ça parlera toujours de la même chose, de nous. On est tout petit, on est à chier. Vous êtes cons, ça fait plaisir à voir. Chaque époque a sa vision du futur et va y projeter les aspirations et les angoisses propres à son temps. Si l'époque est cool, le futur le sera aussi.
Mais si l'époque est trouble et incertaine, alors le futur le sera aussi. L'anticipation, plus encore que les autres genres, c'est un marqueur temporel. Ça nous montre comment chaque génération perçoit son avenir. Le tout premier roman d'anticipation était d'ailleurs une utopie. Ça s'appelle L'an 2440, rêve s'il en fut jamais. Et c'est sorti en 1771 par Louis-Sébastien Mercier, un Français. Cocorico, les poulets, tout ça. Le bouquin sort moins de 20 ans avant la Révolution française. Il a été écrit dans un climat pré-insurrectionnel. Et Louis-Sébastien Mercier, qui est porté par la philosophie des Lumières, et qui veut la tête du roi, moins de pouvoir pour l'église, la retraite à 60 ans. Il écrit une histoire futuriste où le roi a perdu. Il finit destitué, en train de chouiner devant Versailles en ruine, tandis que le peuple de France s'est, je cite, libéré au travers d'une révolution paisible et heureuse. Une utopie à la française. L'apocalypse, c'est juste pour le roi. Nous, on s'en fout. On n'a pas de culotte, on danse, on fait ce qu'on veut. Si vous êtes sans culotte, il va falloir songer à les retirer. Non, hors de question. Moi je connais tes goûts, j'ai eu vent de tes penchants, n'y pense même pas. Bon, ça se sent que la révolution n'avait pas encore eu lieu. Elle était toujours fantasmée. Mercier, là, c'était un peu un gilet jaune de l'époque, si on veut, quoi. Quand il écrivait, il se sentait plus pissé. Allez, demain on prend la Bastille, je suis chaud, là. On est là, on est là. Mais tout le monde ne partageait pas cet espoir candide vis-à-vis de l'avenir de l'humanité. En 1805, soit 15 ans après la Révolution française, est publié Le Dernier Homme, par Jean-Baptiste, cousin de Grainville. Tu vois Grainville? Bah son cousin Jean-Baptiste, c'est lui. Sauf que ce monsieur Grainville là, il n'est pas du tout porté par la philosophie des Lumières. Non. Lui il est prêtre. Et la Révolution, elle l'a pas mis un bain. Et maintenant il a un peu rancunier. C'est pour ça que dans sa vision du futur à lui, il y a Dieu qui décide que la Terre c'est fini, alors il rend tout le monde stérile. Tout le monde sauf un gars et une meuf que Dieu a choisi au hasard. Et il les a placés sur 2 continents différents rien que pour les faire chier. Et devront traverser le monde pour se retrouver et en gros rejouer Adam et Ève quoi. N'empêche, les auteurs, ils étaient nuancés à l'époque. Il y en a un, il veut fumer le roi, et l'autre, il veut que plus personne puisse niquer. Les gars, ils étaient tendus, quoi. Les gars, et les meufs d'ailleurs. Car de l'autre côté de la Manche, il y avait Mary Shelley, qui, non contente d'avoir plus ou moins créé la science-fiction moderne avec Frankenstein, a elle aussi imaginé le futur avec son roman The Last Man. Ouais, on peut voir qu'il y avait quelques récurrences dans les thèmes de l'époque. Et son futur à elle, Mary Shelley, il est ravagé par la guerre et la maladie. Et tout le monde meurt. Tout le monde, sauf un gars et son chien sur un petit bateau. Donc voilà, l'équilibre entre pessimisme et optimisme, entre dystopie et utopie, a toujours été un peu fluctuant, selon l'époque, selon l'auteur. Là où Jules Verne, passionné par le progrès scientifique, nous faisait miroiter un futur mystérieux, à la technologie bénéfique. H.G. Wells, lui, plus porté sur la satire sociale et une volonté de théoriser la lutte des classes, imaginera un avenir bien moins radieux. Dans La Machine à explorer le temps, les riches et les pauvres ont évolué en 2 espèces distinctes. D'un côté, les élites protégées se sont transformées en Héloïs, des êtres oisifs et insouciants qui vivent dans un paradis artificiel, et de l'autre, les classes laborieuses, les prolos, les travailleurs, sont devenus des morlocks, des singes aveugles qui vivent sous terre et qui sont devenus cannibales parce que les Héloïs s'accaparent les ressources. La nuance, encore une fois. Das Kapital! Das Kapital! Et quitte à être nuancé, autant s'y donner à fond. La science-fiction s'exporte aux États-Unis et au début du XXe siècle, avec l'industrialisation de la presse, l'apparition du cinéma et de la bande dessinée, le genre explose. La science-fiction à présent, ce n'est plus seulement des mots, mais aussi des images. Des images qui inondent le marché et imprègnent les consciences de milliers de gamins, pour qui le futur s'annonçait étrange, mais coloré. Faut dire qu'à ce moment, il y avait plein de bonnes raisons de croire à un avenir radieux. Le siècle précédent venait de vivre 2 révolutions industrielles. En même pas 100 ans, on avait inventé le chemin de fer, le bateau à vapeur, on découvrait l'électricité, l'aviation, l'automobile, on progressait dans la médecine, dans la science sous toutes ses formes. Chaque nouvelle avancée technique nous élevait en tant que civilisation. Bien sûr, il restait encore ça et là quelques inégalités, quelques fêlures dans nos politiques sociales. Peut-être, on n'était pas encore parfait, mais dans l'ensemble, on était prêt pour l'an 2000. L'an 2000, gros. Même la date, elle fait science-fiction. Pour les gamins de l'époque, l'avenir, c'était des fusées improbables et des planètes exotiques pleines de vilains monstres à zigouiller. Toute la première partie du XXe siècle est portée par cet élan technologique et futuriste. On vient d'entrer dans le tout dernier siècle avant le changement de millénaire et on ne peut faire que progresser. En l'an 2000, c'est évident, les voitures voleront, il y aura plus de chômage, plus de guerre. Le futur devient un argument marketing et social. Croire dans le futur, c'est croire en l'avenir de cette société industrielle naissante. Si tu crois en demain, c'est que t'as confiance en ce qu'on te propose aujourd'hui. Mais en s'orientant sur le marché jeunesse, la SF a perdu en crédibilité. Elle n'a plus la noblesse d'antan. C'est devenu un truc de gosse. Les histoires deviennent plus légères. Dans l'absolu, tout le monde s'accordait à dire que le futur ne pouvait être que radieux. Plein de dangers, bien sûr, mais la technologie sera là pour nous épauler. Et puis tout ce qu'on faisait, c'était pour le progrès. Et le progrès, c'est toujours bénéfique. Alors pourquoi s'arrêter, hein? Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Et c'est le 6 août 1945 que les avancées réelles de la science vont venir salement impacter les consciences collectives. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a toute la guerre. Mais bon, la guerre c'est vieux comme le monde, c'est horrible à chaque fois, on connaît. Alors que cette bombe, on la connaissait pas. C'était nouveau, on venait de créer un bout de science-fiction et c'était pas marrant du tout. On savait que la science pouvait être créatrice, on découvre qu'elle peut être également destructrice. À partir de ce jour, le progrès technologique, ça allait être aussi ça. Après ça, plus rien ne sera pareil. Il y a George Orwell qui sort 1984 en 49, la dystopie qui enterre toutes les autres et qui va marquer un cap là aussi. Autant maintenant il va falloir se creuser un peu plus les méninges pour proposer un futur optimiste, autant si t'es défaitiste, les gens vont se dire ouais c'est possible, j'y crois. Maintenant qu'une telle puissance de destruction existe dans la réalité, il va falloir se remettre à anticiper, hein. Et c'est là que tout part en cacahuète. Aux États-Unis, on s'arrête pas. Prochaine étape, l'espace et ses villes martiens communistes. La conquête spatiale embrase les imaginaires de la nouvelle génération et le futur se délocalise vers d'autres planètes. Fini d'imaginer ce qui va se passer sur Terre. Les problèmes terriens, c'est du passé. La suite, c'est dans les étoiles. Enfin, ça c'est pour les USA. Car de l'autre côté du globe, le Japon, traumatisé, va s'ouvrir au monde, découvrir à son tour la science-fiction et s'y consacrer fort. Les Japonais, ils vont avoir des trucs à évacuer et ça va sortir sous des formes improbables. Les années 50 voient l'émergence des monstres radioactifs, des robots intelligents. Pour les Japonais, le futur, c'est sur la Terre. Et avec des machines partout, qui nous mettent en garde autant qu'ils nous fascinent. Et eux, ils ont bien compris que le progrès, ça allait avant tout ressembler à une grosse arme. Ça joue quand même dans tout ce qui est projection, optimisme. On n'exclut pas les utopies, mais d'abord, on évacue les traumas. Après, ça suit son petit bonhomme de chemin. Hein. La culture se mondialise, la science-fiction se codifie et génère de plus en plus de sous-genres. Maintenant, on parle de hard SF pour hard science fiction, lorsque l'auteur s'appuie sur de réelles théories scientifiques pour écrire ses histoires, en opposition à la soft SF, qui sera plus débridée et plus prompte à balancer des technologies aliens sans trop comprendre leur fonctionnement, juste parce que c'est cool, quoi. On a aussi le space opéra qui se passe dans l'espace, le chronique qui se déroule dans des temporalités alternatives, et bien sûr, on continue de réfléchir au futur, hein. Et ça va du futur proche au futur très lointain. Le post-apocalyptique est devenu un sous-genre à part entière. Vu que maintenant on peut vraiment détruire le monde, l'effondrement ça devient une réelle possibilité dans la tête des gens. Mais on se laisse pas abattre pour autant. On explore, on tente des trucs. Dans les années 60-70, il y a les drogués qui découvrent le LSD. Et là, ils font n'importe quoi avec la science-fiction. C'est l'époque métal hurlant. La contre-culture s'empare de l'anticipation. La fin du monde devient poétique. Il y a des couleurs partout. Dieu, c'est la drogue. Et il faut baiser tout le temps. On parle d'égalité raciale, de liberté sexuelle. On commence à remettre en question le système capitaliste et les limites de notre expansion frénétique. Il y a toute une vague d'artistes humanistes qui vont se mettre à imaginer des futurs plus optimistes, avec des systèmes alternatifs, basés sur l'écoute et l'entraide, où tout le monde sera gentil avec son voisin. Et on dansera main dans la main en formant une gigantesque farandole autour du monde. Ils sont défoncés en gros. C'est des hippies. Mais un jour, les drogues arrêtent de faire effet et à la fin des années 70, c'est la descente. L'optimisme enfumé des 70s n'était pas parvenu à dissiper les doutes concernant le futur. Comme par hasard. Comme par hasard, comme par hasard. Le capitalisme était devenu une machine inarrêtable, la technologie commençait à faire nain, il y avait toujours de grosses inégalités, de grosses tensions sociales, et la guerre revenait sans cesse nous faire des petits coucous pour nous rappeler qu'on n'était toujours pas digne de l'an 2000. C'est la merde. On n'est pas du tout prêt pour le futur en fait. Cette utopie technologique et qu'on a fantasmé durant tout le XXe siècle. Donc on allait s'élever toujours plus en tant que civilisation jusqu'à devenir un monde parfait. On se rend bien compte que ça arrivera pas de suite. Ah merde. Le futur arrive et on n'est pas prêt du tout. C'est ça, agir de façon responsable. C'est dans cet état d'esprit un peu fiévreux que, au début des années 80, la science-fiction va engendrer un nouveau sous-genre qui a failli enterrer l'utopie. Clairement pessimiste, carné des craintes et des désillusions de la société moderne, le cyberpunk. Une fusion des mots cybernétique et punk. Mais heureusement que je suis là. Le nom est très intéressant, car il nous met directement face à la contradiction qui sera au cœur du courant cyberpunk. D'un côté, la cybernétique nous renvoie vers une idée d'évolution de la science-fiction et de la technologie. Ça nous parle d'un futur qui n'a pas encore fini sa course et qui continue d'avancer. Mais de l'autre, on a le mot punk qui a une connotation très pessimiste. Ça évoque un système qui a perdu toute valeur morale, une société décadente, à bout de souffle. C'est le symbole du no-futur. C'est en ça que ça en fait un genre si singulier. Pour exister, le cyberpunk devra faire cohabiter ces deux visions incompatibles. L'espoir créateur et la colère destructrice. Le cyber et le punk, le moderne et le champ max. Oh. Comme par hasard. Oui. Le ciel au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne défunte.
C'est par cette phrase que débute le Neuromancien de William Gibson, à qui on accorde généralement la paternité du genre. Même si d'autres œuvres qui sont clairement dans la même veine ont vu le jour un peu avant, c'est ce livre qui posera réellement les fondations du genre cyberpunk. Un futur très proche, dans un cadre urbain surpeuplé, très pollué, avec des mégalopoles démesurées, des multinationales surpuissantes, et surtout, le cyberespace. 5 ans avant la création d'Internet, Gibson imagine déjà un avenir rempli d'écrans ultra connectés. Il préfigure ce que sera la vie 2.0. Ça parle de l'émergence des ordinateurs, du hacking, de l'intelligence artificielle. Tous ces thèmes qui, avant de devenir des réalités, ont d'abord explosé dans les fictions des années 80-90. À l'époque, les gens voyaient arriver Internet et les technologies numériques sans trop comprendre ce que c'était. On clonait des moutons, on craignait le bug de l'an 2000. Il se passait des trucs, quoi. Et tout ça se ressent dans le cyberpunk. Il est toujours question de machines qui pètent les plombs, de gens qui se perdent dans le réseau, ce genre de trucs. Ça, c'est le cyber. Et le punk ramène une dimension sociale. Les personnages sont des anti-héros, ils sont pauvres, seuls, ils se défoncent. Le pouvoir est toujours aux mains d'énormes compagnies privées. On n'a pas trop de mal à visualiser. Le futur qu'on nous propose est violent, excessif, mais pas pour autant si dépaysant que ça. Il n'y a pas de paix universelle ou de voyage entre les galaxies pour nous apprendre l'humilité. Pas de catastrophes spectaculaires et dévastatrices pour nous obliger à passer en mode Cro-Magnon survivaliste. Juste, ça continue. Le monde, aussi décadent soit-il, ne peut pas s'écrouler au sein d'une œuvre cyberpunk, car sinon ça devient du post-apo. C'est un autre genre. J'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Là, la société est toujours à la limite de l'effondrement, mais elle tient debout, à la frontière entre le futur et le no-futur. C'est un genre très terre à terre, hein. On y parle de surpopulation, de chômage, de pollution. Des choses très concrètes. C'est un genre désillusionné, qui vient après l'impatience fébrile du 19e siècle, après la folie effrénée des années 20, la peur paranoïaque des années 50, et la destruction bariolée des années hippies. Ça vient après tout ça. Quand Neuromancien sort au début des années 80, on commence déjà à voir les retombées de notre mode de consommation, de l'industrialisation à outrance et de cette quête éternelle de progrès technique. Son constat, Gibson, il le sort pas de nulle part. Ce sont les craintes de son époque. On n'a plus peur des extraterrestres ou que le ciel nous tombe sur la tête. Ce qui commence à sérieusement nous effrayer à ce moment-là, c'est nous. L'ennemi cette fois-ci, c'est le système capitaliste et la façon dont il peut évoluer. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Est-ce qu'on va s'arrêter à temps? Est-ce qu'on va droit dans le mur? Est-ce qu'on va flinguer la planète? Oui, j'aime bien le cyberpunk. Mon premier roman est un roman cyberpunk d'ailleurs. Le lien est dans la description. Ouais, c'est la pollution, la décadence, je sais pas, ça me fascine. Chacun son kink. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Le cyberpunk, c'est le testament de l'espoir. C'est le tout dernier signal d'alarme. Si on fait pas gaffe et qu'on tombe réellement dans ces dérives-là, il y aura plus rien à anticiper. Il y a de l'eau, alors ils vont rester là? Avec quoi veux-tu qu'ils se nourrissent ici? Sans doute avec du sable. C'est excellent. Et ça va se préciser au fil des années, hein, avec des œuvres comme Akira, Robocop, Ghost in the Shell, Metropolis, Transmétropolitan. Le genre a explosé pendant 20 ans avant de s'essouffler, puis de mourir en apothéose dès l'arrivée de l'an 2000. Avec la trilogie Matrix en guise de funérailles vikings. Il y en a bien qui ont tenté une percée tardive, hein, et encore maintenant il y a quelques indécrottables qui continuent et qui arrivent encore à être pertinents. Mais en règle générale, aujourd'hui, quand une œuvre cyberpunk sort, elle semble ancrée dans les années 80. Avec les disquettes, les câbles USB, les punks, les néons. Passé 2010, les œuvres se sont teintées de nostalgie, plus vraiment tournées vers l'avenir, et ressemblant de plus en plus à des doudous, comme Tron 2, Blade Runner 2, les adaptations de Ghost in the Shell et de Gun, ou encore le doudou ultime Ready Player One. On évite les sujets qui fâchent, on se concentre surtout sur l'esthétique cyberpunk, le propos passe au second plan. De toute façon, c'est chiant de dénoncer des trucs. Et j'en ai marre, quoi. La société, on vit dans une saucisse, hein. C'est bon, faut s'arrêter, pitié. Qu'est-ce qui a tué le genre ? La vraie vie. Tout ce que nous avait vendu la SF et l'anticipation pendant plus d'un siècle, tous ces fantasmes, toutes ces promesses, c'était censé aboutir à l'an 2000. Et ça y est, on y est. Et c'est pas du tout ce qui était prévu. Y a pas les voitures volantes, les cités spatiales ou la paix universelle. Par contre, on a tous les trucs du cyberpunk. Les prothèses robotiques, les IA, les pays qui s'effondrent, les entreprises qui vont dans l'espace, les animaux qui deviennent fous. Donnez-nous humain. Oui, donnez-nous humain à manger. J'en vomis d'abord! Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas ChatGPT qui a écrit cette vidéo? Que toutes mes images depuis le début ne sont pas créées par Midjourney ou Dali? Qu'est-ce qui vous dit que je suis pas un hologramme depuis le début? Et que tout ceci n'est pas un gigantesque pop-up très élaboré pour NordVPN? Bon, non, bien sûr, hein, c'est pour la blagoune. Hein. Mais si je peux me permettre de faire la blague aujourd'hui, c'est bien parce que toutes ces thématiques, c'est un peu devenu la réalité. Pas au point où on en est dans le cyberpunk, pas encore. Mais certains, ils travaillent très fort pour que ça arrive. Les Jeff Bezos, Elon Musk et compagnie là, eux ça les fait kiffer, ils le veulent ce monde là, normal, ils savent d'emblée qu'ils en seront tout en haut, ils auront une place bien à eux car ils auront construit ce monde, à grands coups de chat GPT et de rire sardonique.
Et leur truc de savant fou là, ça va booster l'oisiveté des plus riches, tout en volant le travail des plus pauvres. Du coup les pauvres, ils se mettent à voler le jambon à Super U. Et quand ils se font gauler, on les pointe du doigt en les accusant eux de rendre la société décadente. Alors ils vont dire que non, c'est pas eux, c'est la faute des Arabes. Les Arabes ils vont accuser les fachos ils vont accuser les woke. Et pendant que tout le monde se bagarre, Jeff et Elon, bien à l'abri dans la tête d'un robot géant, copulent sur une montagne de billets. Voilà, on connaît. C'est la même à chaque fois. Tout ça là, c'est devenu très contemporain. Ça représente plus du tout l'avenir. Et c'est pour ça que le zombie a remplacé le hacker dans les fictions. Aujourd'hui, si on veut se projeter plus loin, faut faire une œuvre post-technologie, post-système, post-apocalypse. Le genre post-apo. Bon, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est après la fin du monde. Quoique, en fait, pas vraiment, parce que le monde, il est toujours là, balbutiant, affaibli, mais toujours là. Ce qui a disparu, en revanche, c'est notre société. C'est la saucisse, là. Du moins, c'est l'idée de cadre sociétal. Que ce soit la faute de zombies champignons, de la guerre ou d'une invasion extraterrestre, peu importe. Le système s'est effondré, ne laissant qu'une poignée de survivants, errant comme des âmes en peine, sans personne pour qui voter. Ce qui est toujours intéressant lorsque c'est bien traité, hein. Mais bon, pour un Mad Max Fury Road, combien de Jurassic World 3, quoi. On est d'accord pour dire que ça peut très vite être du popo. C'est la paume de Bouddha, ça fait des siècles qu'elle est perdue. Et puis surtout, c'est un peu facile. En enlevant la société de l'équation, ça rajoute de la distance entre nous et le récit. Plus de raison d'avoir peur des multinationales qui bousillent le monde, de la montée des inégalités ou de l'intelligence artificielle. Là, c'est juste de la survie. Je ne veux pas survivre. Ce que je veux, c'est vivre. Plus besoin de régler les problèmes d'aujourd'hui, vu qu'ils ne seront plus là demain. Perso, je trouve que c'est éviter le problème. Les dérives de la société? Non, mais te concentre pas là-dessus. C'est des détails, ça. C'est du lore. Dans le post-app, on redistribue les cartes. Tout le monde repart à zéro, il n'y a plus de classe sociale. Et c'est ça qui doit te faire flipper. L'idée, c'est pas du tout de savoir ce qui s'est passé pour éviter que ça nous arrive. On s'en fout de savoir qui a au préalable asséché les points d'eau et pollué les sols. L'important là, c'est juste de rappeler que les gens normaux, sans le cadre social, ils redeviennent des animaux. Même si notre civilisation s'est anéantie d'elle-même et que nos gouvernements n'ont pu sauver personne, n'oublie pas que le pire dans tout ça, ton vrai ennemi, c'est ton voisin, l'autre, l'étranger, le type à ta hauteur qui va forcément craquer car on lui a enlevé d'un coup tout ce à quoi il était dépendant. On n'a plus Internet. Oh mon Dieu! Alors ok, l'homme est un loup pour l'homme, oui je suis d'accord. Mais si tu dis que ça, c'est pas fifou. La société fait que monter en pression ces dernières années, sur tous les sujets. Ça devient de plus en plus tendu de faire ses courses, de manifester. C'est pas bien de cogner sur les gens. Enfin, des fois si, mais pas quand c'est les pauvres types qui cherchent à manger. Servez-vous de toutes ces tensions sociales au lieu de ressortir les vieux poncifs. Le monde actuel, il est peut-être pas Jojo, mais sans lui, ce serait pire. Alors profite tant que ça dure et fais pas de vagues. Merde quoi, l'anticipation c'est censé soit nous donner espoir, soit nous alerter sur nos travers. Prenez l'excellent Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, sorti en 2006. Dans le film, c'est la stérilité qui sert d'apocalypse. On peut plus avoir d'enfants. C'est une fin du monde symbolique. Ça pourrait être du post-apo, mais le gouvernement est toujours là. Ça s'est radicalisé, clairement, mais ça a tenu le coup. Et ça rend le tout beaucoup plus crédible. Ce que je veux dire, c'est que c'est cool aussi de voir d'autres propositions. Et heureusement, il y en a. Beaucoup en livre, en bande dessinée et en jeux vidéo. En film aussi, mais c'est déjà beaucoup plus rare. Pareil pour les séries. Le post-app domine le game depuis 10 piges, comme s'il n'y avait pas d'autre choix possible. Alors que pas du tout. C'est le côté punk du cyberpunk qui a appuyé l'idée qu'il fallait abolir le système pour l'évoluer. Mais on n'est pas obligé de partir là-dessus. À la base, l'anticipation cherche comment améliorer la société, pas comment la détruire. Et puis en contrepartie, le côté punk, se méfiant naturellement de l'autorité et du système, soulignera toujours les problématiques. L'esprit punk aimerait voir la chute du système, mais il sait aussi que ça arrivera pas si facilement. Il nous rappelle que dans le monde de demain, il y aura toujours des pubs, des patrons, des flics. L'enfer. Dans un monde cyberpunk, bien sûr. Alors oui, ça en fait un truc salement pessimiste, mais ça donne envie de se battre pour pas que ça arrive. Malgré la fatalité apparente, ça nous donne le sentiment de pouvoir agir. Là, avec le post-app, c'est déjà trop tard. On peut rien faire à part subir. C'est relou là. Donnez-nous de la force un peu. J'en vomis d'abord! Et puis surtout, dernier point, le côté punk du cyberpunk, au moins, il a engendré plusieurs sous-genres. Des petits qui ont vu les horreurs que proposait le cyberpunk, et, plutôt que de faire abstraction du problème comme le post-app, ont préféré proposer des alternatives. Je vous écoute, mademoiselle Newton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, faut savoir qu'il y a plein de branches rétro-futuristes qui sont très cool, hein, mais qui là nous intéressent pas trop parce qu'elles sont situées dans le passé ou dans des timelines différentes. Chaque époque a son pendant punk. L'âge de pierre a le stone punk, l'antiquité a le sandal punk, le Moyen-Âge le sword punk, puis après il y a le rococo punk, le steampunk, où notre principale source d'énergie n'est pas l'électricité mais la vapeur. I'm steampunk now. Le déco-punk, le diesel-punk, l'atom-punk. Voilà, en gros, tu prends une période de l'histoire, tu rajoutes de la technologie et de la décadence et t'as un sous-genre punk. Tu peux faire ça avec la fantasy aussi et t'obtiens l'elf-punk ou le myth-punk. C'est un suffixe magique que tu peux mettre après n'importe quel mot et puis ça te fait un nouveau genre. Waouh, c'est de la magie!
Mais il n'y a pas que des dérivés farfelus, hein. Certains se déroulent dans le futur, comme par exemple le nanopunk qui se concentre sur les avancées des nanotechnologies, le biopunk qui rajoute une dimension organique en rattachant les machines à la chair. Bon, bien évidemment, il y a le post-cyberpunk qui veut prendre le contre-pied du truc, où l'innovation technologique se fait de manière pertinente pour notre vie quotidienne, avec une attention continue aux aspects sociaux dans un monde post-troisième ère industrielle, qui nous montre comment notre monde d'aujourd'hui pourrait utiliser ses ressources actuelles dans l'intérêt du plus grand nombre. On voit pas trop ça dans les films et les séries. Ça doit pas être vendeur. Il n'est pas qu'un gagnant. Enfin voilà. Et le petit dernier en date, le bébé, c'est le solarpunk, qui prône une vision optimiste de l'avenir, tout en prenant compte des préoccupations environnementales actuelles, comme le changement climatique et la pollution. Les films de Miyazaki pourraient être considérés comme du proto-solarpunk d'ailleurs. Son mélange constant entre la nature et la technologie a clairement servi d'inspiration au genre. Fini la logique d'expansion du XXe siècle, maintenant on ralentit la cadence, on fait avec ce qu'on a déjà et on se concentre sur les énergies renouvelables. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tant pis si on colonise pas Mars et qu'on n'a pas tous notre jetpack personnel. C'est chiant, oui, moi aussi j'aurais bien aimé, mais tant pis, c'est pas grave. En essayant, on a plus flingué la planète qu'autre chose. On a pollué tout ce qu'on a touché. Enfin, si c'est bon, on dit on arrête. Vu qu'apparemment, on n'arrive plus à projeter notre société dans l'avenir. On pense forcément que la technologie va déraper. Alors, on peut tenter d'autres trucs à la place. La thune qu'on met dans l'armement, on pourrait la mettre dans l'éducation et l'écologie. Je dis ça, c'est un truc de déglingo, je sais. Mais c'est une proposition. Parce que ça devrait être ça, les préoccupations de la SF d'aujourd'hui. Je vais faire mon écolo-gauchiste pro-ouin-ouin, je suis désolé. Mais une anticipation actuelle nous rappellerait que la grande majorité des dérèglements climatiques peuvent être amoindris, qu'il existe des solutions, qu'il y a encore des raisons d'être optimiste. Ça devrait nous rappeler que les grosses fortunes mondiales et les grosses entreprises ont largement les moyens d'améliorer le monde, et que si elles le font pas, c'est par pur appât du gain. On peut changer les choses, nous, à notre échelle, mais d'autres pourraient le faire aussi à leur échelle. Et que si on décidait de prendre l'argent là où il est vraiment, on pourrait offrir une vie décente à chaque putain d'être humain sur cette terre. Tu lis pas Le Monde? Pardon, je dérape. C'est de parler d'utopie, ça fait de moi un jeune chien fou. À partir de maintenant, je suis un artiste engagé. Mais tu es un boys, Adriano! Et je reste un boys, mais intellectuel. Et puis bon, le problème de toute façon, c'est que le solarpunk, à l'heure actuelle, c'est plus une proposition qu'un réel genre à part entière. C'est une esthétique. Tu comprends qu'il faut se mettre à la permaculture et au jardin éco-solidaire. On n'a pas encore de bonne histoire à se mettre sous la dent, ni en film ni en série. Il nous manque le Akira du solarpunk. Mais c'est déjà ça. C'est un terreau intéressant pour créer des histoires. Certes, l'autogestion et le low-tech, ça fait pas bander tout le monde. Mais ça reste une utopie envisageable aujourd'hui. Et même si le système y s'écroule, si c'est la fin du monde, tu as des solutions autres que le post-app. C'est trop cool. C'est un vrai futur. C'est assez pour espérer en tout cas. Autant j'ai pas envie de vivre dans Mad Max, autant Nausicaa, ça me dérangerait pas trop. Incroyable, il s'amuse alors qu'il est pauvre. Sur ce, portez-vous bien, bisous, soyez gentils les uns vers les autres, namasté, tout ça, multiclonage, Naruto, et contribuons tous ensemble à un avenir radieux. En gros, soyez pas racistes, soyez pas sexistes, soyez cool, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. J'en vomis d'abord.